masterclass sur le thème de la to-do list du e-commerçant. Donc nous avons ici 3 e-commerçants ou anciens e-commerçants qui vont témoigner. Le contexte, en fait, pourquoi cette table ronde, c'est qu'aujourd'hui, le e-commerce en 2020 donc, représente 100 milliards d'euros à peu près de transactions réparties sur 200 000 sites en France. C'est perçu par beaucoup comme un Eldorado. Eldorado qui aujourd'hui a été en plus amplifié par un phénomène qui est le confinement, qui a quand même bénéficié aujourd'hui au e-commerce. Il y aura tout à l'heure, justement, cet après-midi, une table ronde à ce sujet-là aussi. Aujourd'hui, donc, cet Eldorado, c'est parce qu'en fait, on a en tête beaucoup de success stories, on a en tête beaucoup de e-commerce ou de e-boutiques en fait, qui représentent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Ceci dit, en fait, ces e-boutiques à succès représentent seulement 5% en fait, des e-boutiques. La majorité en fait, des boutiques en France présentent un chiffre d'affaires plutôt inférieur à 100 000 euros et quand même 23% aujourd'hui encore sont déficitaires. Alors déficitaires des fois parce que juste elles démarrent et qu'il faut le temps de démarrer, mais il y en a qui n'arrivent jamais à décoller. Et c'est donc les abandons dans le e-commerce sont plus élevés que la moyenne des entreprises classiques. Mais voilà, c'est vrai qu'avec aujourd'hui une augmentation des e-consommateurs en France, qui représente à peu près, qui représente aujourd'hui presque 80% des internautes, voilà, ça attire toujours des e-commerçants. Donc l'idée en fait de cette table ronde, c'est de partager les expériences de ces trois personnes. Donc Xavier Bernard, Virginie Maté et Nathalie Lagarde-Thomas pour éviter en fait aux nouveaux e-commerçants ou aux futurs e-commerçants de commettre des erreurs et savoir un petit peu à quoi penser pour se lancer dans le e-commerce. Voilà. Donc si vous voulez bien, je vais vous passer la parole, messieurs, dames, pour vous présenter. Donc on va commencer, une fois de ma coutume, par le monsieur à ma gauche. Donc Xavier Bernard, est-ce que vous pouvez vous présenter, expliquer ce que vous représentez ici aujourd'hui? Donc Xavier Bernard, 44 ans. Je représente en fait ma femme qui aurait dû être présente mais qui, pour des raisons médicales, n'a pas pu nous rejoindre. Donc depuis à peu près 12 à 14 ans, nous vivons dans le e-commerce tous les jours, puisque en plus de nos 4 enfants, nous avons ouvert plusieurs sites Internet, un site en poule à lait de 2008 à 2015, un site de gros sacs de billes pour mettre au bord de la piscine de 2011 à 2015. Après une petite pause, nous avons relancé une boutique en ligne de chaussons, chaussures et chaussettes pour bébés depuis 2018. Depuis l'année dernière, nous avons ouvert en plus une boutique de e-commerce autour des médaillons funéraires. Et pendant le confinement, nous avons eu beaucoup de commerçants ou de petites TPE qui ont eu des soucis. Et donc, du coup, nous les avons accompagnés bénévolement dans le cadre de l'initiative qui a été lancée e-commerce solidaire sur Toulouse et en France. Et nous avons accompagné à peu près une quinzaine de commerçants dans la création de leur boutique et le démarrage de leur activité. Merci Xavier. Virginie, est-ce que vous voulez... Pardon, Nathalie, excusez-moi. Nathalie, oui. Oui. Donc Nathalie, 43 ans, donc je suis la gérante de la société de la boutique en ligne Le Lapin Gris, lapingris.fr, donc, et je vends tout ce qui est décoration de chambre bébé et cadeau naissance. C'est un site que j'ai lancé en 2015, qui a démarré vraiment en 2015. Avant, j'avais une expérience en marketing et communication dans plusieurs sociétés en tant que salarié, et puis également une expérience d'entrepreneur, puisque j'ai lancé et géré une entreprise de service à la personne, donc rien à voir. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une différence entre le marketing traditionnel qu'on peut faire dans n'importe quelle entreprise et vraiment le marketing et la communication digitale qu'on est obligé de mettre en place pour un site e-commerce. Merci Nathalie. Virginie? Alors,
Virginie Maté, donc je viens témoigner aujourd'hui de l'expérience que j'ai eue en lançant mon site e-commerce qui s'appelait My Do It Box, qui était un site qui vendait des kits pour faire sa décoration soi-même. Donc je témoigne ici, mais donc vous avez bien compris que c'est qu'il est terminé ce site, j'ai dû le fermer. Et avant j'étais responsable communication pour un site e-commerce Mon Album Photo. Donc voilà, l'e-commerce, j'y suis depuis 2013 dedans, mais j'avoue que salarié, pour ma part, c'est un peu plus confortable. D'accord. Donc merci à tous les trois d'être présents. Donc j'ai oublié de me présenter. Donc, je suis Céline Robert, je suis gérante d'une agence de communication. Mais c'est pas moi qui est importante aujourd'hui. Je vais juste donc passer la parole un petit peu à nos trois e-commerçants ou anciens e-commerçants pour nous expliquer un petit peu tout ça. Donc, en tant quand même qu'agence de communication, on a des fois des jeunes ou futurs e-commerçants qui viennent nous voir et qui ont tendance à d'abord nous parler de la plateforme. Voilà, ils pensent que le e-commerce en fait repose beaucoup en fait sur la plateforme. On va voir un petit peu dans vos expériences que il y a plus que ça en fait à voir, mais est-ce que Xavier, vous pouvez nous expliquer quelle plateforme vous avez choisie pour vos sites internet, sachant que je crois que vous avez eu plusieurs expériences en e-commerce, peut-être que vous avez eu à tester différentes choses. Donc, quels ont été les critères de choix quand même pour cette plateforme ? En fait, les critères ont été assez simples et ils ont évolué dans le temps. Initialement, on voulait une plateforme qui permettait de faire ce qu'on voulait. On a vite réatterri, parce que ce qu'on a découvert, c'est que le e-commerce, le plus important, c'est le commerce, c'est pas le i. Et donc, du coup, on a plutôt simplifié nos modèles et choisi des plateformes qui étaient plutôt faciles, évolutives et surtout standards. Donc, on a pu commencer avec des choses un peu exotiques, OS Commerce en 2008, des choses comme ça. On est rapidement passé sur du PrestaShop parce qu'on a trouvé un partenaire local sur Toulouse qui a pu nous accompagner. Donc, on a fait les 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 7. On a aussi multiplié en utilisant les boutiques de marketplace, donc sur du Amazon, du eBay. Et on a aussi eu une boutique sur WheezyShop, donc qui est une solution type Shopify, qui permet, à l'époque, c'était gratuit pendant 6 mois, donc c'était très intéressant. Pour 12 €, on avait démarré une boutique avec tous nos produits et on avait démarré les ventes 2 jours après. Et donc, du coup, l'expérience montre que si on veut démarrer fort, une solution en SaaS, de notre point de vue, avec notre expérience, est très pratique. On arrive rapidement à certaines limitations ou certains coûts qui augmentent. Et du coup, gérer une plateforme type PrestaShop open source dans laquelle il y a une large communauté est quand même assez intéressante et assez pratique pour évoluer. Sur le deuxième site qu'on vient d'ouvrir, on fait de la personnalisation de produits. Et là-dessus, on a bien fait de se partir sur une solution open source puisqu'on a trouvé assez facilement des modules pour personnaliser les produits, chose qui nous aurait coûté assez cher sur une plateforme en SaaS. D'accord, donc pour les deux sites que vous gérez aujourd'hui, ils sont tous les deux en PrestaShop. D'accord. Nathalie et Virginie, vous aussi, vous avez choisi PrestaShop pour vos sites internet ou vous avez... Alors, personnellement, oui, effectivement. Quand s'est posé la question du choix du CMS, j'ai privilégié PrestaShop. Donc, c'était à l'époque ou PrestaShop ou Magento. Magento étant quelque chose de beaucoup plus lourd pour des sites avec vraiment beaucoup plus de produits. Et j'ai choisi PrestaShop parce qu'effectivement, il y avait aussi une grande communauté qui permettait de nous aider à la mise en place et également la possibilité effectivement d'incrémenter des modules qui sont déjà tout faits, une cinquantaine d'euros, etc. Quand on veut mettre en place ou de la personnalisation ou du parrainage, des choses comme ça, des modules déjà tout faits qu'on injecte. Alors après, attention, parce qu'en fonction du thème, il faut quand même un développeur derrière parce que des fois ça bug. Il faut quand même pouvoir quand même faire en sorte que ça fonctionne correctement, avoir quelqu'un qui s'y connaisse quand même au niveau du code, etc. D'accord, merci. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec les deux, donc Xavier et Nathalie. Donc aussi, j'avais utilisé PrestaShop. Par contre, je rejoins totalement Xavier sur le fait que c'est du commerce. Et donc, le principe, c'est de vendre le plus vite possible. Donc, on a tendance, quand on imagine un produit, à vouloir aller de suite dans la vision cible de ce qu'on a. C'est pas ça.
Or, concrètement, l'expérience me montre, et puis maintenant, dans le boulot que je fais, c'est clairement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas arriver de suite à sa vision, il vaut mieux lancer de suite, même avec un produit pas tout à fait fini, tester le concept et en fait vraiment être dans une méthode agile pour faire des ventes. Donc après, une fois qu'on a de l'argent, on peut améliorer son truc et être sûr qu'on atteint le besoin du client, quoi. Ou arrêter plus tôt. Ou arrêter plus tôt. Ou arrêter plus tôt, oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup. La question arrive assez rapidement aussi des moyens de paiement, en fait, des plateformes de paiement, sachant que dans les chiffres, alors les chiffres que je donne, vous pouvez assez facilement les vérifier sur Internet. Tout simplement, je me suis servi du site de la FEVAD, en fait, pour avoir ce genre d'éléments. Par exemple, on donne comme chiffre que 5% des acheteurs en ligne renoncent à leur achat s'ils ne sont pas en mesure de payer avec leurs moyens de paiement favoris, c'est-à-dire carte bancaire, PayPal, des comptes comme ça. Est-ce que quels sont les moyens, Virginie, que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez eu cette réflexion ou est-ce que... Alors, je travaillais pour un e-commerçant avant, donc je savais très bien qu'il fallait au moins que j'ai carte bancaire et PayPal. Donc de toute façon, avec les modules PrestaShop, c'est fait en 2 clics. Il faut juste connecter avec sa banque, il faut juste prendre c'était une commission un abonnement mensuel de la banque. Enfin, c'est rien du tout. Hein. Voilà. Plus PayPal, il faut juste ouvrir un contrat avec PayPal et puis c'est fait en 2 minutes. Enfin, j'avais juste pas mis le chèque, mais bon, ça c'est parce que du coup ma cible était pas. Ce moyen de paiement ne correspondait pas à ma cible. Par contre, si effectivement on a une cible de plus de 65, il faut peut-être proposer ça. Enfin voilà, même virement. Donc moi, j'avais que 2 moyens de paiement. Que 2 moyens de paiement. Ouais. Et est-ce que vous avez eu des problèmes en fait de retour en fait de consommateurs comme quoi c'était trop compliqué? Bon, c'est bon, 2 moyens de paiement, ça vous paraît CB, c'est quand même la base du paiement sur Internet. Et PayPal, c'est vraiment pour ceux qui sont un tout petit peu plus avancés dans la démarche, ou qui ont à cœur la sécurité. Parce que surtout que PayPal, c'est très sécurisé. Ok. Vous avez quelque chose à ajouter? Alors nous, de notre côté, de base, on lance toujours un carte bleue, un PayPal. Donc avec maintenant PrestaShop, il y a un PrestaShop Checkout qui permet d'avoir les deux en même temps en un seul clic, à des taux de commission assez bas. Nous, on a essayé à peu près tous les moyens de paiement. Hein. On a même eu du Bitcoin, on a eu du chèque, du virement, du retrait, du paiement au retrait, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec des gens en local. Et finalement, ça rassure les gens de faire une réservation et de payer au moment où ils retirent le produit. Donc c'est des choses qu'on rajoute de plus en plus et qui ne sont pas forcément très compliquées. Les paiements avec les banques deviennent intéressants dès lors qu'on commence à avoir des gros paniers et beaucoup de volume. Généralement, nous, quand on commence avec un PayPal et une carte bancaire avec PayPal. Et puis après, on voit plus tard. Et en général, quand on commence à avoir un peu de chiffre, la banque est surtout très conciliante pour trouver un taux de commission très bas. D'accord. Et vous avez fonctionné avec votre banque habituellement ou est-ce que vous avez fait jouer la concurrence pour... On a joué avec notre banque parce qu'en général, c'est là où, quand on démarre, on fait un petit prêt et c'est là où ils sont prêts à accompagner. Ils connaissent le dossier, donc ils sont prêts à investir. D'accord. Merci beaucoup. Dans les mythes en fait, qui sont véhiculés en fait, par le e-commerce, c'est le fait que, comme c'est dématérialisé, on peut avoir l'impression que c'est donc moins cher à mettre en œuvre, aussi moins compliqué. Que le fait que ce soit aussi accessible 24 heures sur 24, c'est facile en fait de se lancer dans le e-commerce. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté aussi et de se rappeler qu'il faut d'abord être commerçant avant tout. Et être commerçant, ça veut dire avoir des choses à vendre, avoir des produits, avoir un catalogue de produits. Nous avons préparé un petit peu ensemble en fait cette intervention et j'ai Nathalie en fait qui a témoigné que c'était pas forcément évident la constitution du catalogue. Vous aviez 300 produits, je crois, et 30 marques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cette constitution du catalogue, la gestion des fournisseurs, le shooting, des choses comme ça? Effectivement, maintenant j'ai un peu plus en fait de grossistes en fait qui ont plusieurs marques. Et donc je vais chez un seul grossiste pour acheter différentes. Oui, parce que vous faites de la revente. En fait, voilà. Moi, mon concept, c'est effectivement de la revente. On pourra en reparler plus tard. Tout à l'heure, c'est assez compliqué de faire de la revente par rapport à la concurrence. Mais effectivement, j'achète directement auprès des marques en fait. Donc il y a certaines marques qu'il faut leur acheter directement à elles et d'autres qui passent par des distributeurs. Et ça, c'est le mieux parce que finalement, quand on commence à réfléchir sur le franco,
puisque ça nous permet effectivement de ne pas payer les frais de port, ou le minimum de commandes, puisqu'il faut penser que le fournisseur il va toujours nous demander un minimum de... le plus bas que j'ai pu avoir, je crois que c'était 300 € de commande. Certains peuvent demander jusqu'à 1600 € minimum de commande. Donc quand on démarre, c'est un gros budget. Donc c'est vrai que quand on passe par un distributeur qui a plusieurs marques, c'est plus intéressant parce qu'on va taper sur plusieurs marques et pour pouvoir atteindre et le minimum de commande et le franco en fait. Après, par rapport au choix des produits, c'est vrai que j'ai pas énormément de produits. C'est une volonté de ma part de ne pas multiplier parce que derrière, il faut penser aussi à la gestion du stock. Moi, je suis une petite e-commerçante et je gère tout chez moi. Donc, mon stock, il est dans mon garage. J'ai un très grand garage, heureusement. Pareil, nous, on a un petit garage, mais... Mais voilà, je ne peux pas concurrencer des berceaux magiques qui ont des milliers de produits. Donc après, c'est faire le choix des bons produits. Et on le voit rapidement. Enfin, moi, je suis dans un secteur où c'est beaucoup un effet de mode, etc. Donc, on sait assez rapidement les produits qui marchent et ceux qui marchent moins. Et c'est vrai qu'au fil des années, parce que je suis montée à un peu plus de 300 produits, mais j'ai eu tendance à réduire un petit peu mon catalogue pour taper que sur des produits dont je sais qu'ils se vendent bien. Je préfère avoir un bon produit que 10 produits qui ne se vendent pas. D'accord. Et Xavier, moi j'ai noté que vous aviez 1200 références, donc 4 fois plus en fait. Un très grand garage. C'est un très grand garage, oui. Vous avez tout en stock. Comment vous gérez en fait En fait, on a 1200 références, mais comme nous, il y a des collections, on est en mesure d'en réapprovisionner certaines à la demande. Pour d'autres, on fait tourner en fonction aussi de ce que veulent les clients. Ce n'est pas forcément les produits sur lesquels on aurait parié. Mais on est obligé d'avoir les produits qui marchent. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est d'être un peu différenciant. On ne prend pas de marque, on essaie d'avoir tout à notre marque ou de faire customiser et on va au plus près du fabricant. Donc on source dans différents pays et en Europe pour arriver à avoir des produits qui sont un peu différenciants. Nous, on ne peut pas se battre sur le prix, sur le volume. Donc on se bat sur la différenciation, des coloris différents, des formes différentes, des nouveaux modèles qui viennent d'apparaître. Et du coup, c'est un vrai métier en soi, en fait, d'aller chercher les produits, de les sourcer quotidien. Oui, il ne suffit pas juste de prendre des photos, de les mettre sur son site internet. Non, il faut tester la fiabilité du produit, s'assurer que la qualité est bonne. Et nous, on le fait tester sur nos enfants. On a 4 enfants, donc du coup, on les fait tester. Pour s'assurer que derrière, on n'aura pas un retour, ou il n'y aura pas un défaut, ou il n'y aura pas un problème par rapport à des substances cancérigènes. Et donc, du coup, tout ça, faut le tester parce qu'un mauvais produit, une mauvaise série, c'est de la marge qui s'en va, des retours qu'il faut payer, des remboursements qu'il faut faire. Et donc, c'est le contrat du commerce. C'est ça, oui. Ok. Et juste une petite chose aussi qui peut être faite, je ne sais pas si Virginie... non, toi, tu étais dans la fabrication. C'est aussi le dropshipping. Bon, moi, personnellement, sur les tapis et les papiers peints, c'est ce que j'utilise, donc je ne les ai pas dans mon garage. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le dropshipping, peut-être que tout le monde directement, en fait, on est en relation directe avec le fabricant et dès qu'on a une commande, on n'a pas de stock et on fait remonter la commande au fabricant et c'est lui qui envoie directement au client. Donc, pour les tapis et les papiers peints, qui sont des choses un petit peu à part, en général, les clients, ils achètent ou un tapis ou le papier peint, ils n'achètent pas 36 000 choses. Je m'en sors bien. La difficulté du dropshipping, c'est si vous avez un client qui fait un panier avec 3-4 produits, avec 3-4 fournisseurs et que vous devez vous multiplier les frais de port. Donc, il vaut mieux... parce que le client, il va payer qu'une fois les frais de port. Et s'ils sont trop élevés, il n'achètera pas. Par contre, vous risquez de les payer plusieurs fois à votre fabricant. Donc, à négocier aussi avec lui... si vous souhaitez vous lancer dans le dropshipping. Alors, nous aussi, on a fait du dropshipping parce que quand à l'époque où on vendait nos gros coussins en billes, chaque coussin en billes faisait 400 litres. Donc on vendait les housses et on faisait expédier depuis un fabricant en Normandie les billes. Le gros problème du dropshipping que nous on a rencontré, c'est qu'il faut avoir un fournisseur qui soit fiable, un transporteur qui soit hyper transparent et surtout gérer les retours. Parce que quand on vous retourne 800 litres de billes et que vous n'avez plus de place chez vous, il faut l'accepter parce que le client a 14 jours pour quand même retourner le produit, qu'il soit en dropshipping ou pas. Et oui, mais justement, j'allais venir, merci pour la transition, j'allais venir justement à la gestion du SAV parce qu'il y a aussi dans les chiffres, en fait, il y a quand même 38% des internautes qui, français, je suis tous les chiffres en fait en France, qui, avant de commander, lisent la police
de retour, en fait, la politique de retour, pardon. Et donc, ça devient important de gérer aussi ce SAV. Vous expliquez, il faut d'abord être commerçant. Je voulais, après, vous pourrez réintervenir vous, je voulais demander à Virginie, qui, elle, quand même, avait un concept un petit peu particulier, qui c'était des kits, en fait, sur mesure. Le SAV, ça n'a pas été un petit peu compliqué à gérer là-dessus? Comment vous avez géré ça, en fait? Bon, alors j'avais pas un niveau de commande exceptionnel, mais bon, en gros, je pense que j'avais une 30 à 50 commandes par mois. Et sur 1 an et demi d'activité, j'ai eu un retour. Oh, ça va alors. Donc je pense, en fait, moi, mon concept, c'était des kits pour faire sa déco personnalisable. Donc en fait, on choisissait le concept, par exemple, un calendrier de l'Avent, voilà, et on choisissait toutes ces options. Donc en fait, effectivement, le client était tellement engagé dans le processus d'achat parce que vraiment, il choisissait exactement ce qu'il voulait. J'avais fait tous les shootings avec photographe, il y avait tutoriel vidéo, etc. Donc la probabilité qu'il soit déçu du résultat était minime, quoi. D'accord, vous avez plutôt géré l'anticipation, éviter les déceptions plutôt que d'avoir à réparer en quelque sorte derrière. Et vous deux, en fait, donc Nathalie, Xavier, est-ce que vous avez eu des difficultés justement à gérer le SAV? Est-ce que ça a été... Non, il y a des clients, quand ils reçoivent la commande, des fois c'est la couleur qui ne leur convient pas. Bon, en général, ils me le disent assez rapidement et puis ils renvoient, il n'y a pas de souci. J'ai pu avoir des petits joueurs qui me disaient 2 mois après, ah mais c'était cassé quand c'est arrivé. Ah bon? Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit? Donc bon, il faut quand même aussi ne pas dire oui à tout et bon, il faut respecter la législation. Ils ont effectivement les 14 jours. J'ai quelques retours, mais c'est pas excessif, quoi. Je vais dire peut-être une trentaine en 4-5 ans. Donc c'est pas énorme. Après, au niveau législatif, ne pas oublier aussi que lorsqu'on fait de la personnalisation, normalement, il me semble, enfin moi j'en fais pas, mais qu'à partir de là, le délai de retour n'est pas applicable. Oui, il n'y a pas de rétractation. Oui, parce qu'on a vraiment personnalisé pour la personne. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter sur le SAV? Nous, sur le SAV, sur des chaussures et des chaussons, autant vous dire que c'est ce qu'on gère tous les jours. Oui. Donc on gère effectivement très en amont les guides pour les tailles, les coloris. On est disponible par téléphone 6 jours sur 7 pour compléter, pour rappeler les gens, pour essayer de trouver une solution, pour voir quelle est la raison et éviter un deuxième ratage. Et l'autre option, c'est qu'effectivement, on a fait aussi des produits de personnalisation parce qu'il n'y a pas de retour. C'est-à-dire qu'une fois que le client a validé, il n'y a pas de retour possible puisque c'est personnalisé, fait sur mesure. C'est une des astuces qui existe aussi, c'est dès lors que c'est personnalisé, il n'y a pas de retour. D'accord, donc ça peut être une bonne astuce aussi. Vous gérez vous-même ou alors en couple en fait vos boutiques. Est-ce que vous avez donc sous-traité des choses? Je pense que vous n'avez pas tout fait vous-même en fait. Nathalie, qu'est-ce que vous avez sous-traité vous de votre côté dans votre aventure? Je me suis intéressée vraiment à tout et j'ai très peu sous-traité parce que j'avais des très petits budgets. C'est une chose à voir aussi quand on se lance, c'est qu'il vaut mieux se lancer avec des bons budgets, notamment pour la communication, on en reparlera peut-être tout à l'heure. La partie vraiment où je me suis faite épauler, c'est au niveau technique. Donc j'ai parlé tout à l'heure de PrestaShop. Ça peut se lancer assez facilement si on garde le thème PrestaShop, etc. Dès qu'on veut un peu customiser, dès qu'on veut apporter des nouveaux modules, des nouvelles fonctionnalités, des fois ça bug, etc. Ou on veut quelque chose de particulier pour nous, par rapport à ce qu'on sait de nos clients, là, il faut vraiment aller taper dans le code informatique, donc il faut quand même s'y connaître, dans le langage PHP, TPL, CSS et compagnie. Voilà, donc là, j'ai vraiment... j'ai passé la main à un développeur et la difficulté que j'ai eue, c'était de trouver le bon développeur intégrateur. C'est 2 métiers différents aussi. Il y en a qui savent très bien intégrer mais qui ne savent pas développer, ou ceux qui savent développer mais qui n'intègrent pas très bien, qui ne font pas beaucoup de graphisme. Donc j'ai écumé pas mal de développeurs parce que j'étais un peu déçue des performances ou parce que la relation aussi était assez difficile. Souvent c'est à distance.
J'avais pas réussi à trouver un local, là, dernièrement j'en ai un. Donc par mail, etc. C'est un peu compliqué, on demande des choses, ils sont débordés parce qu'ils ont beaucoup d'autres clients. On a des retours au bout de certains délais, enfin, ça avance pas très vite. Donc voilà, c'est la partie que j'ai vraiment déléguée. Et administration réseau aussi par rapport au serveur. Là, c'est encore plus complexe. Voilà, si le serveur il vient à planter et qu'on se trouve devant une page blanche, quand on ne se connaît pas, bon, on panique un peu. Donc il vaut mieux avoir un administrateur réseau qui sait faire redémarrer la machine et voir où était le problème. Après, sur tout le reste, tout ce qui est marketing digital étant mon métier de base, en fait, le marketing, ça m'a intéressé déjà d'une part. Donc c'est moi qui ai fait. Je ne suis pas passée par un prestataire. D'accord, merci. Contrairement peut-être à Virginie qui est passée par une agence, vous m'avez confié que vous étiez passée par une agence en fait pour votre projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous partager votre expérience? Donc moi j'ai fait tout à fait ce qu'il fallait pas faire. J'ai fait la vision cible et du coup j'ai payé un max pour arriver à la vision cible de suite. Donc en fait comme tout était personnalisable, donc j'étais sur PrestaShop, mais en fait il y avait tellement de fonctionnalités différentes. En fait une fiche produit pouvait contenir 8 à 10 personnalisations possibles. Donc techniquement j'étais incapable de faire ça, donc je suis passée par une agence. À l'époque je vivais à Paris, donc je suis passée par une agence que j'ai trouvée à Paris, qui était top, qui m'a fait effectivement tout le dev, toute la gestion serveur, etc. Et après, j'avais une graphiste qui travaillait avec moi chez mon album photo, qui a été mon binôme dans le projet pour tout ce qui était design du site, etc. Ça, c'est les deux. Enfin, le plus gros poste, c'était clairement ça. Ils m'ont aussi aidé pour le SEO, donc je rédigeais toutes les fiches. Mais eux avaient une repasse pour checker que les mots-clés étaient bien... Bon voilà, enfin, j'ai investi dans mon site e-commerce comme j'aurais investi dans l'aménagement d'une boutique en centre-ville. Voilà, ça a été ma démarche, c'était ça. Et deuxième poste, c'est que du coup, comme c'était un site e-commerce, il fallait quand même donner envie avec toutes ces options de personnalisation, etc. Donc je suis passée par une photographe pour tout shooter, in situ, sur fond blanc, etc. Et sur les 80 kits que j'ai créés, j'avais 40 tutos vidéo. Et donc, c'est moi qui était derrière la caméra, mais j'avais un caméraman vidéaste de Toulouse aussi qui m'a tout réalisé. Parce qu'en fait, dès que le client passait commande, il y avait le tuto vidéo qui atterrissait sur son compte client. Donc, mon site était quand même un peu alambiqué. C'était très, très sophistiqué. Ouais, il y avait un blog, il y avait vraiment beaucoup de choses dedans. Et voilà. Et pourquoi vous dites que c'est une erreur que vous avez fait, en fait, de faire ça, en fait? C'est une erreur parce que franchement, comme Xavier disait, en fait, le concept, je l'avais testé parce qu'on fait des études de marché, mais voilà, moi je vivais à Paris dans un écosystème où le do-it-yourself, trop génial, mais ça visiblement, ça n'allait pas au-delà des limites du 11e et du 4e arrondissement. Si, parce que j'ai fait des ventes partout en France, mais j'aurais dû faire un petit site, tester 2 kits, voir si ça prenait. Puis si ça prenait, hop, 10 kits, les personnaliser, faire step by step. Et j'ai de suite visé ma vision cible et c'était une erreur. D'accord, voilà. Ouais, merci pour ce retour d'expérience. Parce que ça arrive à plein de monde de faire l'erreur. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, merci beaucoup. Et vous, donc Xavier, vous avez aussi externalisé un petit peu des choses. Sur notre site précédent, dans Poule à LED, on a effectivement externalisé la logistique, puisqu'à un moment, on ne supportait plus le bruit du scotch et du carton dans la maison. Et comment vous avez fait pour l'externaliser en fait? On a trouvé un prestataire sur Toulouse et on a découvert la joie des codes barres, des préparations de l'eau, des livraisons, du stockage, des entrées en stock, de l'envoi des commandes, des gestions des SAV, des retours, ce genre de choses. Et on a pu faire entre 20 et 30% de commandes en plus assez facilement. D'accord. On arrivait à traiter notre flux de commandes à peu près en 1 heure par jour. Entre 40 et 50 commandes par jour, ça nous prenait 1 heure. D'accord, donc en fait tout le stock était géré par une entreprise extérieure. Ouais. Oui. Alors ce qui posait problème quand on recevait des clients à la maison, parce qu'il y a toujours des clients locaux qui veulent venir à la maison, donc il fallait avoir le stock, le machin. Oui, c'est d'autres problématiques. Mais ça valait le coup, dans la mesure où on avait des paniers qui étaient assez importants et des produits qui valaient assez cher, qui n'étaient pas périssables et qui ne prenaient pas trop de place.
Oui. Sinon, ça monte assez vite. Oui. Donc, c'est vrai que la logistique est quand même un point très très important aussi du e-commerce. Et se poser la question en effet de tout gérer soi-même, stocker dans ce garage et tout gérer. Voilà, ou externaliser, ça peut être aussi un point stratégique. L'avantage, c'est que le prestataire, généralement, peut vous proposer aussi des tarifs sur le mode de transport qui sont assez intéressants, et d'ouvrir beaucoup plus de modes de transport, d'avoir une meilleure activité. Oui, parce qu'il négocie, j'imagine, avec d'autres transporteurs. Et après, vous avez aussi un emballage de qualité aussi. Vous pouvez avoir un emballage standard de qualité ou voire customisé, mais du coup, c'est un coût supplémentaire, mais ça vous permet aussi d'avoir quelque chose de très qualitatif en termes de réception. D'accord, c'est intéressant ça. C'est très très intéressant. Bien, merci beaucoup. Donc, on va passer à une partie qui est souvent... Est-ce qu'on a encore... combien... C'est bon? On est dans les temps. Vous parlez tout à l'heure, en fait, vous aviez évoqué la question aussi du marketing et de la communication. Donc, en effet, c'est une aubaine, le e-commerce, parce qu'il y a de plus en plus de e-consommateurs. Mais en même temps, comme tout le monde considère que c'est une aubaine, il y a aussi beaucoup plus de concurrence. Dans les chiffres que j'ai pu trouver, le panier moyen a tendance à baisser. Alors, ça doit varier selon les activités. Mais par contre, le nombre de transactions mensuelles aussi augmente. Et d'ailleurs, moi, le chiffre que j'ai trouvé sur la FEVAD, c'était 39 transactions en moyenne. Vous étiez, d'après les chiffres que vous m'aviez donnés, au-dessus en fait, de cette moyenne-là. Donc, c'est peut-être que vous aviez aussi mis en place certaines stratégies pour faire en sorte que justement ça démarre bien. Donc Xavier, quelles sont les stratégies que vous avez choisies en fait au niveau de la communication, de l'acquisition client en fait? Alors nous, on a pris une stratégie un peu originale, c'est qu'on vend sur notre site internet, on vend en physique et on vend sur les marketplaces. Donc on est présent sur La Redoute qui nous apporte beaucoup de trafic et beaucoup de commandes. Alors, La Redoute est un marketplace un peu fermé qui est soumis à beaucoup d'exigences, donc on se doit de les tenir. Donc ça nous génère pas mal d'activités. Après, nous, on a fait le choix de passer tous nos produits en livraison gratuite. D'accord. Donc ça, c'est ce qui permet aussi d'abaisser certains freins. En effet, parce qu'il y a beaucoup d'abandons de paniers qui sont dus il n'y a plus de aux frais problème, de port. C'est-à-dire qu'une livraison en lettres suivies pour 80% de nos colis et le reste en relais colis fait qu'il n'y a pas de frais. Et il y a des frais si on veut les recevoir chez soi sous une autre forme. Mais depuis qu'on est passé en livraison gratuite, alors il faut arriver à le faire, arriver à l'intégrer dans ses coûts. Mais c'est quelque chose qui a vraiment eu un vrai coup de boost. Et après, on travaille beaucoup sur le bouche à oreille. Et nous, quand on arrive à avoir un enfant à la naissance, on essaie de le tenir jusqu'à ses 4-5 ans. D'accord. Donc on entretient régulièrement des nouveaux produits, des nouvelles tendances. Et on sait qu'on a pas mal, on fait des offres régulières pour que les gens puissent justement avoir des compléments, se réapprovisionner sur un nouveau produit ou suivre le même produit sur toutes les tailles pour que justement continuer à avoir cette adhésion. D'accord. Et merci. Virginie, vous avez eu une forte stratégie de contenu en fait aussi sur votre site qui a dû vous demander du temps, de l'investissement, mais qui a peut-être payé. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je n'ai pas beaucoup dormi pendant ces 2 ans. Non, en fait, c'était mon métier, la communication, donc je me suis fait vraiment très plaisir. Surtout qu'en plus, un site e-commerce, c'est une boutique que personne ne connaît. Elle n'a pas un pas de porte, personne ne peut y arriver par hasard. Donc oui, il faut effectivement une stratégie à minima SEO hyper performante. SEO, c'est le référencement naturel. Naturel, avec les bons mots-clés, etc. Mais si tant est que les gens cherchent ces mots-clés, parce que parfois, on a des produits que les gens qui sont plus de l'achat d'impulsion ou ah oui c'est hyper sympa mais en fait on n'y aurait jamais pensé à taper ça sur Google. Donc après acquisition donc avec le SEA, publicité sur les réseaux sociaux, Facebook Ads. Bon l'organique moi j'y crois pas du tout donc je faisais vraiment ça pour la communauté mais bon voilà c'était plus pour faire vivre les coulisses, le backup le backstage de MyDoIt qu'autre chose quoi. Après des salons. Parce que le do-it-yourself, c'est quand même un canal très, très prisé. Donc, salon, création et savoir-faire à Paris. Donc, ça a payé. J'étais coup de cœur Gradia, Marie-Claire Idé, etc. Donc, oui, c'est sûr que ça a apporté de la visibilité. Et puis après, des partenariats, beaucoup, de l'affiliation. Vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est que l'affiliation ? Ouais, l'affiliation, c'est qu'en fait, on fait c'est un deal avec un autre e-commerçant qui, dès qu'il vend un de nos produits, touche une commission. Ça peut ne pas être un e-commerçant, d'ailleurs, ça peut être un site presse, ça peut être n'importe quoi.
Voilà. Vous avez fait aussi des relations presse. Ah oui, RP, beaucoup. Parce que vous parliez justement de vous aviez été coup de cœur sur des Oui, magazines. Ça s'est pas fait tout seul, j'imagine. Vous êtes allé un petit peu les chercher, quoi. Bon, alors après, c'est vrai que moi, j'ai de la chance. Une de mes meilleures amies est directrice dans une agence de relations presse. Donc, ça en aide. fait, oui, Ça aide. de toute façon, tous mes amis ont été dans ce milieu-là. Donc, forcément, j'avais pas mal de conseils. Et du coup, oui, envoi de communiqué aux rédactions, etc., plus les salons, enfin tout, ça faisait un bel écosystème qui m'apportait pas mal de visites. Voilà. Merci. Vous avez parlé de l'affiliation et Ouais. justement, Nathalie aussi, vous m'aviez dit que vous avez fait beaucoup de partenariats avec des blogueurs. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça représente en fait aujourd'hui? En fait, l'idée c'est qu'un blogueur qui a son petit blog, voilà, blogueuse pour ma part, donc moi c'était la cible des blogueuses, mamans, jeunes mamans ou enceintes. Ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs. Voilà. C'est un nouveau métier, les influenceurs, voilà, qui en échange d'un produit parlent de... Ah oui, donc en échange d'un produit. Donc en fait, Ah oui, non, mais tout se paie. C'est ça. Que vous Tout se récupérez, paie. que vous récupérez pas. Ah non. Vous récupérez pas, d'accord. Ah non, c'est donné. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Encore, bon, à l'époque, en 2015, c'était des cadeaux, etc. Maintenant, c'est de plus en plus de la rémunération. Donc, voilà, ça devient très très cher. Je pense que les blogueurs, influenceurs ont vite compris. Là, pour la petite anecdote, j'avais contacté une blogueuse. J'avais envoyé une petite veilleuse. Elle avait fait un petit article avec la photo en parlant de la boutique, en disant que ça venait de chez moi. Voilà. Après, elle avait brodé autour sur d'autres choses. Elle n'a pas parlé que de la boutique. Mais elle avait dit la veilleuse vient de chez lapinguerie.fr. Et l'année suivante, j'ai voulu faire un nouveau partenariat, donc avec autre chose, un autre produit. Elle m'a dit maintenant, je me fais rémunérer 350 € l'article. Donc, quand vous commencez à dire 350 € un article et que vous devez avoir au moins 10 liens dans le mois pour faire ce qu'on appelle du netlinking, c'est-à-dire vous faire connaître aussi au niveau de Google, ça commence à représenter un certain budget. Donc c'est vrai que j'ai au départ pas mal travaillé avec les blogueurs, avec des veilleuses, des affiches, choses comme ça, des petits blogueurs donc, qui ont un peu parlé de moi. Mais je pense que ça a plutôt nourri le netlinking pour Google que finalement la visibilité pour les internautes en fait. Parce que finalement on se rend compte, si on regarde le blog de la personne, ok, elle a des abonnés, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'engagement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont voir son blog. Maintenant, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, plutôt Instagram, les photos, etc. Sur les réseaux sociaux où il y a des millions parfois d'abonnés, mais quand il y a 20 likes sur un post, on se dit qu'il y a un ratio qui n'est pas bon, quoi. Voilà, il ne faut pas regarder que le nombre de followers, de fans, mais regarder s'ils sont actifs, si c'est une communauté, peut-être un petit peu... Après, il y a une vraie saturation. Quand on regarde des influenceurs qui tous les 2 jours postent un article sponsorisé, je suis pas sûr que ça marche si bien que ça. Ou alors les cibles sont peut-être pas les bonnes, mais nous, ce genre de choses, on est régulièrement sollicités. On n'a jamais fait parce que on pense que c'est un peu balancer l'argent par la fenêtre. D'accord. On préfère offrir à un client un cadeau et que lui en parle autour de lui que de payer un influenceur qui finalement en parle et le lendemain parlera d'une poêle à frire ou d'autre chose. Et puis après, dans le e-commerce, le gros avantage, c'est qu'en fait, on peut mesurer tout ce qu'on fait. Donc en fait, le ROI, c'est l'élément clé à mesurer. Donc en fait, typiquement pour ce genre d'OP, on fait une fois, on donne un code promo, c'est pas utilisé, basta, on arrête. C'est du test and learn à chaque fois. Donc moi, j'en ai fait 40, ça m'a rapporté une vente, j'ai arrêté, hop, voilà. Donc après, je suis passée à d'autres... Oui, il faut penser à mesurer, vraiment les résultats. Voilà, de toute façon, c'est très très compliqué d'être visible sur Internet. Ah oui, il ne faut pas oublier que quand on démarre, soit on a des énormes budgets en communication, c'est un peu comme quand tu disais tout à l'heure, on n'a pas de patchwork, mais quelqu'un qui va avoir un commerce physique, il va trouver l'endroit où va peut-être payer 2 000 € par mois son loyer, mais il sait qu'il va avoir du passage. Ben, là, c'est un peu ce qu'il faudrait faire, débourser 2 000 € par mois en communication sur différents axes, que ce soit pour le référencement naturel, donc netlinking, contenu, etc., que ce soit du payant, de l'AdWords, du shopping, que ce soit du marketplace où on a obligé de payer les commissions. Alors effectivement, moi, je n'ai pas testé trop les marketplaces.
c'est un point de vue personnel, là, pour le coup. J'en ai fait un tout petit peu. Et puis aussi parce que beaucoup de mes fournisseurs ne souhaitent pas que leur marque se retrouve sur ces marchés. Donc, si vous faites attraper, c'est fini, quoi. Donc, voilà, moi, je dirais que la problématique première, c'est vraiment acquérir du client et avoir de la visibilité. C'est pas si simple. Alors moi, j'aurais tendance à dire que si on veut vraiment tester une idée, c'est bien la marketplace où c'est finalement le moins cher pour le tester. Parce que là, vous avez du monde. Et s'il y a du monde et que vos produits réagissent, ça vaut le coup de lancer quelque chose. Si ça réagit Quand pas... on ne fait pas de la revente, moi je fais de la revente, donc mon produit, je sais qu'il est vendu ailleurs. Le problème aussi, c'est mon choix peut-être de modèle, effectivement, de faire de la revente, qui fait que je suis en concurrence directe avec des berceaux magiques qui en ont plein, des sites aussi qui vous proposent on parlait des frais de port qui sont bien inférieurs, donc il faut pouvoir lutter face à ça. Ils ont des budgets assez conséquents pour pouvoir proposer la livraison gratuite des 30 € d'achat. Ce n'est pas forcément mon cas. Donc c'est vrai que c'est un vrai modèle à réfléchir, en fait. La personnalisation ou le fait de faire ses propres produits, d'aller sourcer, etc. Je pense que c'est plus intéressant, effectivement, que la revente. En fait, nous, le seul driver qu'on a, c'est la marge. On ne travaille que sur la marge. On ne travaille pas sur le chiffre d'affaires, on travaille que sur la marge. Donc le plus on peut marger, le mieux c'est parce que ça permet plus d'investir. Oui. Et on ne travaille que sur de la marge. Quand on vendait des ampoules à LED, on margeait à 70 ou 80% en marge brute. Pas mal. Donc ça commence à faire du volume et on a des effets de levier qui permettent d'investir derrière. Il n'y a que la marge. Si on commence un business et on a 10% de marge, il faut oublier. Si on n'est pas à 50%, ça ne sert à rien de commencer. Oui. Sur la personnalisation, on peut monter à des marges beaucoup plus hautes. Et oui, forcément. C'est là où c'est intéressant. Justement, parlons argent, en fait, parce que c'est souvent là, en fait, que le bas blesse. Quels seraient les conseils que vous donneriez par rapport au budget, en fait, pour se lancer, puis le budget justement annuel, en fait, à investir pour que la belle aventure ne se transforme pas en mésaventure? Alors moi, j'aurais tendance à dire que le budget doit être focalisé sur les produits. D'accord. Le stock. C'est-à-dire il faut avoir du stock représentatif, quitte à ce qu'ils soient customisés, en petite quantité pour commencer, assez large pour tester un peu ce qui va démarrer, parce que ce n'est pas forcément le produit sur lequel vous misez qui va démarrer. Nous, on a eu le cas sur les ampoules à LED. On a démarré des petites ampoules que vous avez dans les hottes ou dans les spots de salle de bain, donc des G4 là, avec deux picots. On a commencé avec 2 modèles. Au bout de 6 mois, c'était 80% de nos ventes, puisque les camping-caristes cherchaient ce genre d'ampoule pour gagner en autonomie. D'accord. On divisait par 10 leur consommation d'électricité. Et vous aviez anticipé ce... On ne l'avait pas anticipé. Donc du coup, on a dû changer et on faisait 80% de notre chiffre d'affaires sur ces petites ampoules. D'accord. Donc on ne sait jamais où ça va démarrer. Donc moi, j'ai tendance à dire, il faut tester des produits. Alors par exemple, j'en ai une très très bonne, c'est qu'hier après-midi, on a rencontré des amis et on s'est dit qu'on allait lancer un site. Donc on lance cette semaine un nouveau site je pense, sera en ligne d'ici 10 jours. Donc on fait pareil, un site en PrestaShop. On a un petit peu d'entraînement maintenant. En 1h30, on est capable de faire un site PrestaShop de A à Z, basique, mais avec la fiche produit. Et l'idée, c'est de commencer le référencement le plus rapidement possible. On va se lancer sur des accessoires de danse classique. On a beaucoup de filles qui font de la danse classique. Et donc nos enfants ont envie de faire de l'entrepreneuriat, donc on va faire avec elles. D'accord. Et du coup, on va commencer par sourcer les produits, les trouver, les tester, les prendre en photo, faire les descriptions maximales et commencer à mettre en vente pour voir ce que ça donne. Et donc pour moi, le plus gros focus, il est sur les produits. D'accord. Et pour vous, en proportion sur un budget à imaginer pour le pour moi, lancement, c'est 80% sur les produits et 20% sur le site. D'accord. D'accord. Quitte à commencer avec un site gratuit, vous avez des choses qui commencent avec des sites gratuits, ça permet de commencer. Après, il faut arriver à gérer la transition d'une plateforme à une autre, mais ça, c'est quand ça marche. Et quand ça marche, si vous avez de la marge, vous pouvez le payer. Je suis assez d'accord sur la marge, effectivement, ça permet de pouvoir après investir. Après, sauf à se lancer effectivement sur toutes les places de marché et où vous allez très vite avoir l'acquisition client. Attention aussi quand même, parce que vous pouvez avoir aussi des concurrents qui font exactement la même chose, mais bon, c'est personnalisé pour ton cas. Dans mon cas, voilà, je dirais plutôt un gros budget pour tout ce qui est marketing et communication pour acquérir de la visibilité. C'est vraiment se dire, et puis tester. Au départ, quand on va lancer une campagne AdWords, on ne va pas y aller en disant allez, je vais lâcher 10 000 € sur ma campagne alors qu'on ne sait pas trop comment ça marche.
Donc il vaut mieux tester petit, doucement, voir comment ça fonctionne, tester le retour sur investissement et se dire, ah bah tiens, celle-là, elle marche bien, le mot-clé, il marche bien, j'ai pas mal de retours, ah là, je vais jeter un peu plus, lancer un peu plus de budget dans cette campagne pour pouvoir augmenter. Donc moi, ce qui m'a fait défaut, c'est plus la problématique budgétaire où effectivement, si on n'a pas les premiers clients, les premières ventes, il faut avoir aussi alors les premières ventes, ça dépend aussi du panier moyen. On peut avoir, si on a un panier moyen à 300 € et si on a un panier moyen à 30 €, c'est pas pareil quand on fait 10 ventes. Donc là aussi, ça dépend du produit qu'on lance. Si effectivement le panier moyen, dans mon cas, c'est un panier moyen qui diminue d'année en année, effectivement, on voit qu'il y a une incidence sur... bref. Je suis autour de 35 € le panier moyen. Donc il faut quand même... voilà. Et c'est également sur des clients qui ne sont pas forcément, là aussi, autre problématique, c'est pas forcément des clients qui vont revenir. Quand on est sur des clients, des chaussettes, ils en ont tout le temps besoin jusqu'à pas d'âge. Moi, la déco, une fois qu'elles l'ont faite, les mamans, la petite déco, encore, elles n'achètent pas forcément énormément de choses. Ou le cadeau naissance, ça y est, la personne, elle est partie pour la récupérer, c'est très difficile de la fidéliser. Alors que si on est sur un produit récurrent dont on a souvent besoin, ou quelque chose, un produit de passion, ou voilà, qu'on on revient régulièrement dessus, on peut fidéliser un client. Donc attention aussi dans quoi on s'engage en fait. Oui, donc du coup pour moi, c'est important, ce que tu dis, c'est que la stratégie aussi doit être adaptée en fonction de la clientèle visée. Nous par exemple, on privilégie plutôt le référencement naturel que la pub, parce que la pub, le jour où vous l'arrêtez, vous n'avez plus de budget, tout s'arrête. Alors le référencement naturel, moi, c'est ce que j'ai privilégié initialement. Je suis plutôt bien positionnée sur la décoration chambre bébé. Après, quand on tape décoration chambre bébé, effectivement, je dois être 5e, quelque chose comme ça. Je talonne vraiment les très gros, donc je suis assez fière de ça. Mais ça ne me rapporte pas plus de clients que ça, en fait. Parce que ça peut être aussi un mot où les gens ont un mot-clé, où les gens se disent je veux avoir des idées de décoration chambre bébé. Il faut vraiment les gens viennent tabler. chercher l'inspiration et s'en vont. Voilà, il faut vraiment chercher, taper sur le mot-clé de la catégorie ou du produit. Je cherche un mobile bébé. Quand il arrive sur ma catégorie mobile bébé, il faut avoir aussi un large panel. Donc, et aujourd'hui, je me rends compte que le SEO, c'est de plus en plus difficile. Ça se travaille aussi et ça se finance aussi parce que quelque part, pour monter dans les SERP, il faut quand même faire du netlinking, que Google nous voit un peu partout. Donc, quelque part, il faut payer sa place un peu partout. Ça ne se fait pas naturellement tout seul, sauf avec des mots-clés de longue traîne, qu'il va y avoir 2 Pékins qui vont taper ces mots-clés dans le mois. Et puis, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent les mobiles. Et ça nous fait descendre, en fait. Quand vous tapez mobile bébé, vous avez d'abord les 4 annonces payantes. Ah oui. Et pas mal de gens cliquent dessus. Et ensuite, vous allez avoir les référencements naturels. Et vous n'allez pas forcément sur le mobile, contrairement à l'ordinateur, passer sur voire plus, la 2e page, quoi. Alors que sur l'ordinateur, ça se fait un peu plus. Donc, si vous n'êtes pas en SEO sur les 3 premiers, pour ma part, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment viser à être sur les 3 premiers parce que moi, j'ai des mots-clés où je suis 10e, 15e. Je pourrais me dire, avec mes petits budgets, c'est super. Ben ouais, mais après, je vois le nombre de personnes qui viennent par ces mots-clés. C'est pas beaucoup. Et après, quand on voit les taux de conversion, enfin, voilà. Il faut avoir plus on a de gens qui visitent le site. Et après, c'est une question de taux, c'est mathématique. Il y a plus on a de ventes. D'accord, merci. Virginie, oui, vous avez quelque chose à ajouter sur le budget, parce que si quelqu'un veut des ordres d'idées. Allez-y. Non, alors en fait, c'est vrai que Xavier, toi, tu es vraiment sur des produits qui existent déjà, puis du coup, le but, c'est de vendre du volume, etc., si j'ai bien compris. Alors non, ils n'existent pas toujours, parce que parfois on les fait customiser, on les fait faire, donc on les fait fabriquer à façon, ou alors on les prend en standard, ou on sélectionne sur des larges catalogues des produits qui sont en marque blanche. Ouais. Et après, derrière, nous, on les distribue, et donc c'est plutôt là-dessus. Donc toi, tu es à fond sur budget pour les produits. Toi, Nathalie, tu étais sur de la revente, et moi, j'étais sur un truc plutôt innovation. Donc en fait, moi, mon business model, c'était assez simple. C'était investir beaucoup, donc c'était 100 000 €. Arriver à avoir un chiffre d'affaires vraiment assez important pour
séduire des investisseurs. Clairement, moi, j'étais sur un business model pour des business angels. Le seul truc, c'est que quand je ne m'étais pas fait accompagner, j'avais sous-estimé la barrière à l'entrée, donc l'innovation technologique qui allait permettre de me différencier des autres et qui ne m'a jamais permis d'atteindre le niveau des business angels. Et donc, ça ne tenait plus la route. Voilà. Donc, ça dépend. Quand on est dans l'innovation, de toute façon, il faut prouver que son truc fonctionne, etc. Et sans vente, personne n'est intéressé. Donc, voilà. Moi, si je peux compléter, en termes de budget, nous, on était à moins de 1 000 € sur la création du site. Ah oui. Projet très Voilà. basse. Bah oui. Mais on a fait, par exemple, avec le site Ampoule à LED, on faisait 380 000 € de chiffre d'affaires par an. D'accord. Bah oui. Vous avez commencé un site simple et peut-être que vous l'avez fait évoluer. Bon, on l'avait fait un peu compliqué avec un thème spécialisé, on l'a simplifié, on a gagné en performance et surtout on fait beaucoup de choses par nous-mêmes et à moins de 1 000 € on était par nous-mêmes. Et sur les ampoules à LED, tu étais principalement sur de la stratégie marketplace ou plutôt référencement? Non, on travaillait beaucoup avec les forums de camping-caristes et de bateaux. Ce qui nous faisait 80% du trafic et du chiffre d'affaires. Les réseaux d'experts en fait, qui recommandaient. Et la gestion du SAV, la disponibilité. Nous, le premier investissement qu'on a fait aussi quand on ouvre nos sites internet, c'est prendre un nom de domaine, déposer la marque et prendre une ligne téléphonique avec un numéro géographique. Oui. Parce que le nombre de clients qui appellent en disant est-ce que vous êtes bien, est-ce que vous existez toujours, est-ce que vos produits sont bien, on en a à peu près tous les jours. Les gens, quand on leur pose la question qu'est-ce que vous voulez, non, c'est bon, c'est juste pour savoir. On raccroche et on a une commande qui tombe derrière. Donc le numéro de téléphone est très important. Oui, la relation client en fait. Voilà. Comme vous disiez en fait en introduction, il ne faut pas oublier que vous êtes des commerçants avant tout. La dématérialisation peut être un frein aussi en fait à ce que peuvent rechercher les clients et donc derrière il faut être aussi là présent en fait pour rassurer quoi. Dernièrement, effectivement la relation client c'est important. Une anecdote toute bête en fait, c'est une cliente, on lui a envoyé un cadeau naissance par Mondial Relais, et forcément elle n'était pas au courant, donc ça m'est revenu. Donc elle m'a contactée, elle m'a dit comment je fais. Bon, c'était un cadeau naissance, bon là je fais un geste, j'allais le lui renvoyer. Je me suis rendu compte qu'elle habitait pas loin de chez moi. J'ai eu de la chance sur ce coup-là. Oui. Et bah, du coup je lui ai amené moi-même. J'ai dit je vais vous l'amener à tel jour, et je lui ai amené moi-même, et j'ai eu droit après à un petit remerciement, un avis sur Facebook, sur la page Facebook, en disant qu'elle était très contente. Donc voilà, ça permet ce lien-là. Ils voient finalement qu'on est des êtres humains, qu'il y a des êtres humains derrière et qu'on est sympa en fait. On a eu la même chose pendant le confinement où on a fait des livraisons sur tout Toulouse de chaussures parce que les gens étaient confinés chez eux, pas de magasin ouvert. Et donc et changement de saison. Et les enfants continuaient. Et donc on prenait la voiture, on chargeait de chaussures, on prenait la taille en dessous, la taille au-dessus. Et ma femme elle livrait et faisait les essayages dans les cours des gens pour essayer. Et donc du coup on faisait entre 3 et 4 livraisons par jour, samedi, dimanche inclus, pour justement aller servir les gens au plus proches pour qu'ils puissent essayer, parce qu'il y avait toujours ce doute de est-ce que ça va être la bonne taille ou pas. Et oui, bien sûr, forcément, oui, forcément. Il y a forcément, alors je ne sais pas en fait qui nous regarde en fait aujourd'hui, mais j'imagine, vu la thématique, qu'il y a beaucoup de futurs e-commerçants ou proches de futurs e-commerçants ou des e-commerçants débutants. Quels sont les conseils que vous pourriez leur poser? Donc je vais commencer par exemple par Virginie en fait. Vous en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez arrêté votre site internet. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer les raisons de cet arrêt? Vous avez commencé à expliquer tout à l'heure. Et du coup, de cette expérience, en fait, qu'est-ce que vous en avez retiré de positif, de négatif à partager en fait avec ce public? Oui, j'ai fait quand même un travail d'introspection pour comprendre pourquoi ça n'avait pas marché. Donc en fait, première erreur, c'est que je pensais avoir une bonne idée un peu innovante. Et en fait, je l'ai travaillé dans mon coin avec mes propres études, etc. J'aurais dû aller en incubateur. Parce que si j'avais été en incubateur, j'aurais rencontré des investisseurs qui m'auraient dit « cette idée n'ira jamais au niveau supérieur ». Donc je n'aurais jamais mis ce budget. Donc ça, c'est le premier truc, je me suis trompée sur l'essentiel. Ensuite, deuxième erreur, j'ai fait ça seule. Et en fait,
peu importe, enfin je sais pas Xavier, mais Nathalie, je sais que c'est vrai, l'e-commerce c'est en dents de scie, quoi. C'est-à-dire que parfois tout va bien, parfois il n'y a pas de vente, parfois c'est vraiment hyper dur à supporter mentalement. Donc quand on est seul ou que dans l'entourage, il y a des gens qui ne comprennent pas du tout ce qu'on est en train de vivre, c'est hyper dur. Donc du coup, je me serais associée. Troisième chose, mes produits, effectivement, j'en ai lancé beaucoup trop et j'étais focus sur le Made in France, pas parce que moi je faisais moi-même, mais je me fournissais en Europe ou en France. Et en fait, c'est une erreur parce que du coup, dans le do-it-yourself, les gens ils s'en fichent royalement. Le Made in China leur va très très bien. Et du coup, après, j'ai failli me faire référencer chez Verbaudet et Zodio. Et ils m'ont dit, mais vos kits sont super, mais il nous les faut 20% moins cher. Allez en Chine. Le problème, c'est qu'il faut vraiment être acheteur. Là, enfin, moi, je n'avais pas les compétences. Xavier en parlait justement du sourcing. J'étais incapable d'aller acheter en Chine et de reproduire le contenu de mes kits avec une version chinoise. Enfin, voilà. Donc ça, c'était les 3 principales erreurs qui, du coup, c'était quand même un gros... maintenant, je le sais maintenant, mais avant, quand je me suis lancée, je savais pas, je savais pas que j'allais droit dans le mur, mais j'ai mis tout mon cœur. Et après, il faut aussi savoir que, en fait, quand vous vous lancez dans une usine à gaz comme ça, votre vie, vous n'avez plus de vie. Je travaillais 70 heures par semaine toute l'année, et après, tout le reste peut en pâtir. Donc, votre vie de famille. Si surtout la personne n'est pas embarquée dans le truc. À l'époque, j'avais pas d'enfant, mais franchement, mon fils, je sais pas quand je l'aurais vu. Voilà. Du coup, il faut penser que votre entreprise est au centre de tout. Voilà. C'est un enfant à part entière. Exactement. Voilà. Donc c'est dur. En termes de coût et en termes de temps. C'est de la rage là. C'est une bonne fierté quand même. Oui. Ah oui, mais par contre, oui, point positif, c'est quand même l'expérience qui m'a fait ressentir le plus de satisfaction personnelle et de stimulation intellectuelle, clairement. Je devrais pas dire ça parce que si mes chefs regardent. Mais bon, voilà, c'est être son propre patron, c'est indescriptible en termes de... Ouais, c'est vraiment très, très gratifiant. Après, j'imagine que cette expérience-là doit vous servir aujourd'hui, plus ou moins directement dans votre nouvelle aventure personnelle, en fait, non ? Oui, alors déjà, là, du coup, ça fait depuis 2014 que je travaille dans l'e-commerce. Nathalie, vous, quels seraient les conseils en fait, que vous donneriez, des bonnes et des mauvaises pratiques en fait, Je me retrouve complètement dans ce que dit Virginie, déjà sur la vie de famille. Moi, j'avais déjà mon fils quand j'ai lancé... décoration chambre bébé, on se doute d'où ça vient. J'avais pas pu faire la déco de la chambre de mon fils parce que de travaux à la maison. Alors du coup, voilà. Bon, enfin bref, ça a lancé l'idée. C'est vrai que si on n'est pas accompagné au niveau du conjoint, si on ne se sent pas soutenu, l'enfant, il faut aussi qu'il sente un peu la présence des parents. C'est assez compliqué. Il faut vraiment savoir aussi quel est le projet de vie qu'on veut. Et c'est vraiment se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, passer autant de temps, faire les commandes le week-end, etc. Ou pas. Est-ce que, voilà, c'est assez important de concilier vie pro, vie perso. Après, moi, je ne regrette pas de m'être lancée. Après une première expérience, déjà en tant qu'entrepreneur, qui avait bien fonctionné, là, c'était plus parce que j'ai revendu ma première société, parce que la problématique RH, le turnover dans les services à domicile était compliquée à gérer. Du coup, je ne voulais plus du tout reprendre de salariés. Donc, moi, ça m'allait très bien de travailler en fait toute seule. Par contre, on se sent vite seul, justement. Donc, c'est vrai que soit, comme tu le disais, partir avec un associé en qui on a vraiment confiance, trouver quelqu'un qui travaille de la même manière, qui complète aussi, parce que si les deux font la même chose, il faut vraiment que chacun ait sa partie, sinon on ne voit pas trop l'intérêt. Et puis être capable, au niveau humain, de pouvoir avoir un associé et travailler à deux. Moi, j'ai trouvé aussi une association de e-commerçants sur Toulouse, dont je me suis rapprochée. Du coup, c'était des personnes qui avaient déjà leur site qui roulait bien ou qui démarraient comme moi. Et donc, on échangeait. On avait un rendez-vous mensuel chaque mois. C'était vraiment, vraiment bien. Je ne regrette pas aussi, en fait, de
Le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de tout comprendre de ce qu'on fait. Alors, on parlait des prestataires tout à l'heure, mais bien comprendre, quand il vous dit, ouais, la campagne AdWords, si, t'inquiète pas, elle marche. Elle marche. Et puis, en fait, vous, quand vous mettez le nez dedans, vous vous rendez compte que, mais non, en fait, je perds des sous. Donc, c'est important quand même aussi, soit de s'intéresser à ça et de savoir comment ça marche, même si après, on peut déléguer pour mieux analyser finalement les compétences du prestataire. Et puis, j'en reviens toujours, en fait, au niveau des écueils, de partir sur, pour ma part, de vrais budgets. Alors, c'était mon business model, effectivement, de revente, mais de vrais budgets, en fait, en marketing com, c'est ce qui a eu... Du coup, j'ai eu du mal à démarrer, donc ça a pris du temps avant de décoller. Et prendre du temps, ça veut dire 3 ans. Voilà. Donc après, le salaire, tout ça, faut voir après... ce que vous pouvez accepter au niveau familial. Du coup, pour acquérir rapidement de nouveaux clients. Voilà. De nouveaux clients pour générer du chiffre, du résultat, vérifier la trésor, parce que la trésor, elle diminue très vite au départ. Donc voilà, le pire quand on lance une entreprise, c'est si la trésor diminue trop vite. Même si le business model est bon, si on fait du résultat, du chiffre, voilà, il faut quand même bien voir que la trésor, elle soit saine, elle soit bonne. Merci Voilà. Nathalie. Et vous, Xavier, donc vous avez eu vous avez déjà eu deux entreprises avant les 2 sites en fait, que vous gérez aujourd'hui et le nouveau site donc, qui va sortir. Qu'est-ce que vous en avez retiré de ces expériences-là ? Nous, l'expérience, c'est que sur 4 sites, il y en a 2 qu'on a rachetés, en fait, initialement, qui avaient été lancés par quelqu'un d'autre, et puis qui n'avaient plus le temps de s'en occuper, et on les a rachetés. Donc parfois, le bon plan, c'est de racheter un site de quelqu'un qui a investi beaucoup, et de réorienter, parce qu'en fait, quand on revend... Alors nous, on a revendu le site d'Ampoule à LED, on l'a revendu en 2015. La valeur du site internet est souvent proche de 0 € quand vous le revendez. D'accord, même si on a investi 30 000 euros. Si vous avez investi 30 à 50 000 euros. Le site lui-même, il vaut 0. La marque et l'historique de référencement vaut plus. Et ce qui vaut le plus, c'est le stock. Donc, nous, on a réussi à revendre notre site à un moment où on avait du stock. La valeur marchande valait encore quelque chose, mais le site en lui-même vaut 0. Donc, parfois, le bon plan, c'est de reprendre un site qui existe parce qu'il y a une antériorité qui est intéressante. Après, nous, on a fait le choix de le faire à 2. En couple, parce qu'on sait que ça prend du temps. Ça prend une pièce, ça prend de l'argent, et on fait participer nos enfants dedans pour la réception des produits, parce que ça fait partie de la vie de famille. Donc, quand on imprime des médaillons funéraires, quand on prépare des colis, quand on reçoit des clients pour des essayages, la famille est là, c'est dans la maison. Donc, et donc, nous, on a fait le choix de le faire ensemble, pour à la fois se compléter, mais aussi, le problème d'un associé, c'est qu'il faut à un moment arriver à sortir du cash pour les deux. Et ça, c'est à un moment, il y en a un des 2 qui craque, parce que soit c'est pas assez, soit il y en a trop, ou ça crée des tensions, qui fait que l'associé est toujours compliqué. Et donc nous, on a fait le choix de s'associer à 2, pour le meilleur et pour le pire. Et donc du coup, parfois pour le pire, on a eu quelques frayeurs. À un moment, on a eu des locaux, on a eu du personnel. Et effectivement, on a fait le choix maintenant de rétrograder, et on n'aura jamais plus de personnel pour nous aider. En termes de productivité, on n'est pas pareil, c'est pas leur entreprise, on ne met pas la même énergie. Et de toute façon, si les employés devaient faire ce qu'un e-commerçant fait, il faudrait 2 à 3 personnes. Ce qui est rarement le cas. Donc nous, on préfère sous-traiter des choses comme la logistique, où ça prend de la place, où en termes de capacité, on ne pouvait pas. Mais pour le reste, on reste en vase clos, et nous, on travaille sur la marge. Donc la marge nous permettant de générer suffisamment de cash pour continuer à investir sans que ça devienne trop gros. D'accord, merci. Merci. On a un petit peu de temps pour des questions. Si dans la salle, donc il y a des questions qui peuvent venir de la salle, des questions qui peuvent venir aussi en ligne. Donc pour l'instant, je ne vois pas de questions s'afficher en ligne. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions, s'il vous plaît ? Oui.
efficace, utile pour vos actions de référencement, soit spontanées, soit sponsorisées? Alors je vais reprendre la question parce que avec le micro, je suis pas sûre que tout le monde ait entendu. Donc en fait, par rapport au référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO, en général, on se focalise sur Google qui est ultra dominant en France. Et en fait, on vous demande en fait si vous avez quand même testé d'autres moteurs alternatifs. Je dis alternatifs parce qu'ils sont minoritaires aujourd'hui, mais qui ne sont pas nouveaux pour autant, Ecosia, Bing ou autres. Est-ce que vous avez exploré ces possibilités? Et si oui, quelles ont été les conclusions que vous en avez tirées, vous, personnellement? Alors là, du coup, je parle de avant, quand j'étais chez mon album photo et que je travaillais en une partie sur les SEO. On avait essayé d'autres et ça ne marchait pas du tout. En fait, c'est tellement minoritaire par rapport à Google que ça ne nous apportait quasiment aucune vente. Puis c'était quand même ça parce que chez mon album, on était très très héroïste. Ça doit être Pareto, 80-20, Ouais. 20% d'efforts pour 80% de résultats. C'est ça. Quand on voit dans les stats de Google Analytics qui ramènent, ouais, sur Google Analytics, quand on voit le peu qui viennent d'Ecosia ou Quant, enfin, c'est ridicule, quoi. Il n'y a pas besoin de passer son temps à... Enfin, bon, c'est ce que vous faites bien sur Google, généralement, ça le fait bien pour les autres aussi. Donc, il n'y a pas assez de trafic sur ces sites-là qui arrivent sur mon site, personnellement, pour pouvoir m'intéresser vraiment, quoi. Donc, c'est vrai que je ne me suis jamais intéressée à... Donc, s'il y a des particularités pour ces moteurs-là, vous vous êtes pas plus penché que ça dessus en faisant le pari, qui peut-être est judicieux, de se dire si ça marche sur Google, a priori, ça marchera aussi sur les autres. Et puis, tant pis si ça marche pas, parce que ça... Après, c'est une histoire de taux de conversion. Hein. On connaît le taux de conversion, on sait combien il nous faut de clients qui arrivent sur le site pour faire une vente. Et puis, quand vous voyez le nombre de clients qui arrivent via Ecosia ou autre, vous dites c'est pas la peine, ça fera 0 vente. Donc, le jour où je verrai peut-être un peu plus de gens qui viennent par ce biais-là, je me dirai, tiens, il y aurait quelque chose à faire. Sinon, non. D'accord. Merci. Ah, j'ai une question au fond. Allez-y. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos expériences en termes d'animation promotionnelle, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques? Voilà, donc en fait, on vous demande en fait de parler de vos expériences en termes d'animation promotionnelle. Le fameux code de réduction exceptionnel pour 2 jours, où le 1 acheté 1 offert ou 50% sur le deuxième article marche de manière fabuleuse. Une fois qu'on a les frais de port gratuits, ce genre de choses, ça marche plutôt très très bien. Oui. C'est vrai que parfois on propose des articles à moins 20%, des choses comme ça, mais à partir du moment où ils rajoutent les frais de port, je me suis rendu compte que, en regardant les codes qu'ils utilisaient, mince, il y a les frais de port, donc c'est pas du vrai 20%. Il faudrait faire du moins 20 plus des frais de port gratuits. Il faut savoir, enfin moi, dans mon domaine, dans mon activité, dans le secteur là, de l'enfant cadeau naissance, etc., on est vraiment sur du prix, quoi. On voit vraiment que les gens, ils cherchent du prix, quoi. Et il suffit que, voilà, il y a un concurrent qui ait les livraisons gratuites, il va aller voir ailleurs. Et pour les promos, pendant les soldes, ça marche. Alors, moi, ce que j'ai noté, c'est que quand on est sur des périodes générales où il y a des promos chez tout le monde, la période des soldes, la période du Black Friday, des choses comme ça, il y a beaucoup plus de visites parce que les gens, ils se disent, tiens, c'est le moment d'aller acheter. On est en plein dans les soldes, on est sur le Black Friday. Et même si vous n'avez pas la promo qu'il faut à ce moment-là, vu que vous avez beaucoup plus de gens qui visitent le site parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont sur Internet, du coup, vous avez plus de commandes. C'est pas forcément lié à votre propre promo, en fait, mise en place. D'accord. Virginie. Ouais, alors moi, je faisais livraison offerte à partir de 60 € d'achat. Et après, je venais d'un secteur, donc l'imprimerie, qui était vraiment Photobox, cassait tellement les prix qu'en fait, j'avais vraiment cette envie de ne pas dévaluer la valeur de mes produits en mettant de la promo. Donc en fait, j'en faisais vraiment très, 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 très rarement. Parce que justement, je l'ai expliqué en disant, voilà, ces produits sont personnalisés, il y a une vraie valeur, il y a quelqu'un derrière, etc. Et en fait, quand j'ai liquidé ma société, j'ai fait un salon à Toulouse. Et en fait, je vendais tout au prix fournisseur, donc rien. Et c'était encore trop cher. Donc en fait, ces gens-là qui cherchaient le prix, c'était pas mes clients, parce qu'en fait,
ils n'auraient même pas acheté à moins 70. Donc voilà. Ah, c'est intéressant comme, Ouais. comme retour. Pour rebondir aussi sur ce que tu disais, moi aussi j'offre les frais de port offerts à partir de 70 euros. Il n'y a pas énormément de gens qui utilisent en fait. Le panier moyen, il reste autour de 35 euros. Alors je pourrais descendre encore, mais au bout d'un moment, la marge elle est trop grignotée, quoi. Donc, Et est-ce que vous avez essayé, comme Xavier et donc sa femme Nathalie, d'offrir systématiquement, quel que soit le montant du panier, les frais de port en Alors, fait. ce que j'ai testé, alors après, c'était pendant une période, c'était pendant le confinement, donc c'était un peu particulier parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de ventes. Il ne faut pas se leurrer pour le e-commerce. Oui. Pendant le confinement, on a bien marché, faut dire ce qui est. Fait x4 nous. x2, bon. Oups, j'aurais dû faire C'est x4. bien. Et moi, je peux pas dire ce qu'on a fait pendant le. C'est indécent. Mais j'ai baissé les frais de port, en fait, et j'ai affiché le Colissimo au même prix qu'au Mondial Relais. Et c'est vrai que là, ça a engrangé pas mal. Et je pense que je vais retenter prochainement de faire ça. Donc, je diminue un peu ma marge, mais si ça me permet d'augmenter. Oui, parce qu'on sait que c'est une des causes d'abandon de panier, voire même de non-achat du tout. Les frais de port, voilà, si on achète en effet pour 20 euros, qu'il y a 5 euros de frais de Et port, puis, il faut on dit faire rester... son achat ou on va acheter ailleurs. C'est pour ça qu'on les offre. Comme Ouais. ça, il y a plus de frappe. Même si, en fait, du coup, enfin, vous payez quand même le transporteur, Et oui. vous payez le colis, vous Mais payez le après, temps, Mais le on a la temps marge. de mettre. On a Voilà, la ouais. marge pour. moi, j'ai pas suffisamment de marge pour pouvoir me permettre d'offrir tout le temps les frais de port. Par contre, oui, bon, c'est quand même, on voit, il faut rester quand même dans ce qui se fait. C'est-à-dire que globalement, 5 euros pour un Colissimo, 5-6 euros pour un Colissimo, ça reste encore raisonnable, même si certains trouvent que c'est encore trop cher. Si vous commencez à afficher les vrais prix de la Poste, parce que quand vous Ah oui, non, c'est démarrez, pas possible. vous allez voir la Poste, vous essayez de négocier, mais non. Moi, j'ai réussi à négocier un peu après, et encore pas énormément. Il faut que vous ayez un certain volume donc, pour pouvoir négocier. Si vous arrivez avec les vrais frais de port à 8-9 euros, bah là, c'est mort. Oui, c'est bon. Alors nous, la petite astuce, c'est que pour les transports, on utilise des agrégateurs de transporteurs qui permettent de toucher un peu moins cher que les tarifs officiels. Alors, effectivement, je passe par Packlink. Excusez-moi. Je crois qu'on est arrivé au bout de la table ronde qui était, je vous remercie, vraiment très très intéressante. Pour ceux qui sont sur place, en fait, vous pourrez discuter encore avec ces témoins. Pour le reste, donc de suite après cette table ronde, il y en a une autre sur les solutions e-commerce, donc les plateformes. Donc c'est un sujet qu'on a légèrement abordé. Il y aura d'autres d'autres interventions dans la journée liées au e-commerce qui pourront vous permettre de compléter les informations que vous avez reçues aujourd'hui. Donc je vous remercie tous. Je vous remercie tous les trois pour ces échanges très 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 intéressants et qui, j'espère, vont aider les personnes qui veulent se lancer déjà à se décider et si oui à éviter peut-être certaines erreurs. Merci beaucoup. Merci. Merci.